Jean Bodin. Il repose sur le principe juridique du droit des gens européens et sur le principe politique du juste équilibre des puissances. Or, le droit international aujourd'hui est en constant recul. L'arrogance des forces mondialistes, la substitution méthodique de la sensiblerie à la raison, la manipulation des opinions qui en résultent, l'insertion forcée de notre pays dans cet ensemble supranational qui est devenu l'Union européenne et beaucoup d'autres facteurs y concourent. Au plan international, les effets de la décomposition juridique sur notre droit interne sont proprement terrifiants. C'est ainsi que l'abandon de notre souveraineté a eu pour effet la soumission de notre droit, même le plus élevé dans la hiérarchie des normes, à la réglementation bruxelloise. Je dis bien à la réglementation. Je voudrais être un peu technique, mais non, parce que ça va me prendre du temps. Je prendrai simplement cet exemple. Notre Constitution, dans son article 55, dit que les traités internationaux, sous réserve de leur application par l'autre partie, réserve qui n'est jamais vérifiée d'ailleurs par le ministère des Affaires étrangères ni par personne, bon, ont une autorité supérieure à celle des lois françaises. C'est très important, c'est très grave déjà. Hein, traité international, une fois qu'il y a un traité international, vous ne pouvez plus faire une loi qui irait à l'encontre de ce traité. Bon, soit. Mais ça a été transformé, et la Cour de cassation, dans son arrêt Café Jacques Vabre, le Conseil d'État plus tard, dans son arrêt Niccolo, l'ont admis, c'est que maintenant, ça n'est plus seulement les traités qui sont supérieurs aux lois françaises, mais la réglementation des organismes qui ont été instaurés par ces traités, et c'est une réglementation surabondante. La moindre directive, le moindre règlement européen, maintenant, a une autorité supérieure à celle des lois françaises. Et d'ailleurs, l'activité de l'Assemblée nationale et du Sénat, contrairement à ce que l'on peut croire, en dehors de la séance toujours rouleuse et semi-folklorique des questions et interpellations au gouvernement le mercredi entre 15h et 17h, bon, mais l'activité essentielle du Parlement, à 75 ou 80%, ça n'est rien d'autre que la transcription des directives européennes dans le droit français. Point. Parce que ce qu'il y a d'habile, de nécessaire sans doute, mais aussi de pernicieux, c'est que l'essentiel de la législation eurocratique n'est pas direct. Ce ne sont pas des lois qui sont immédiatement applicables dans le droit des États membres. Ce sont des lois qui doivent être, ce sont des directives, disait-on, maintenant on dit des lois, voire des lois cadres, qui doivent être ensuite transcrites dans les droits des États membres, parce qu'il y a des États comme l'Allemagne qui sont des États fédéraux, d'autres comme la France qui ne le sont pas, mais en France il y a une répartition particulière entre ce qui est du domaine de la loi et ce qui est du domaine gouvernemental, du décret. Chaque État a ses règles propres. Ce qu'on leur demande, par conséquent, c'est on formule les règles européennes et on leur demande de transcrire ces règles européennes dans leur droit. Mais vous avez l'impression, quand vous allez à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est merveilleux, il y a les ors de la République, le président de l'Assemblée nationale sort toujours de l'hôtel de Lassay et suit le trajet que prenait le marquis de Lassay pour rejoindre sa maîtresse, la princesse de Bourbon, à travers le grand pavillon d'honneur, mais il le fait infiniment moins discrètement, puisqu'il le fait précéder des huissiers à haute chaîne d'argent, pendant que la garde républicaine, sabre au clair, bat du tambour tout le temps qu'il met pour regagner le perchoir avant chaque séance. Vous regardez ça, vous vous dites quand même, la France, c'est quelque chose, hein. Ah oui. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que 80% du temps, on prend les directives européennes et puis on les traduit en droit français. Je pourrais prendre des exemples, notamment la question du siège de Strasbourg, qui est tout à fait extraordinaire. Mais tout ceci est si triste, mesdames, messieurs, que je vais, avant de conclure, peut-être je vais passer sur ce que j'avais prévu de dire, vous aurez tout ça dans les livres d'ici quelque temps. Je vais aborder, en dernière partie, la fameuse question qui est la seule qui compte, finalement. Enfin, pas la seule, enfin qui est la principale, comme disait Lénine. Il faut lire Lénine, un homme très intéressant, un modèle de militantisme, malheureusement, mais pour la mauvaise cause, s'entend, mais il faut que les fils de lumière soient plus intelligents que ceux des ténèbres. Et puis il faut lire les écrits militaires de Mao Tse-tung aussi, ça c'est très bien. Tout le reste de Mao Tse-tung, ça ne vaut pas tripette, mais il faut lire les écrits militaires de Mao Tse-tung. Alors, Lénine a fait un bouquin, en Suisse d'ailleurs, à Genève. Que faire?
What is there to be done in English? Que faire? Bonne question, que faire? Est-ce que, en présence de ces trois périls, brassage des personnes, des marchandises, des capitaux, dont l'euromondialisme non seulement ne nous a pas protégés, mais qu'il a au contraire aggravé, voire directement provoqué, quels peuvent être les axes positifs permettant d'en sortir? J'en suggérerai seulement trois. La défense de nos libertés, notamment de la liberté d'expression. Deuxièmement, une révision radicale de la Constitution européenne. Et troisièmement, compter sur nos propres forces. D'abord, défendre la liberté d'expression. Ça peut paraître curieux, on peut dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Mais c'est un axe très important, parce que pour exiger la restauration de la souveraineté française, il faut avoir le droit d'en parler. Il faut avoir le droit de parler de ça. Il faut avoir le droit de parler aussi des problèmes d'immigration, etc. Quand vous voyez que le préfet Giraud de Langlade a été révoqué, traîné dans la boue, condamné, traduit en correctionnel, un des plus hauts représentants de l'État, pour avoir dit, en voyant un de ces souks par lesquels les compagnies aériennes vous font passer, on se croirait en Afrique ici. Ce qui est la réaction, il faut le dire, de beaucoup de gens, qui sont d'ailleurs un petit peu étonnés au passage qu'on vous fasse, ce soit essentiellement des musulmans, certainement honnêtes, gentils, loués, employés par Securitas et payés au lance-pierre, mais qui sont censés vérifier les bagages pour vous protéger du terrorisme islamique. Il doit y avoir là-dedans 85% de musulmans. Bon, moi je regrette quand mes amis Grekov et Ilovaïski, qui étaient avec moi officiers de marine, de réserve, dans la branche interprétariat et du chiffre, et qu'ils étaient promis au SDEC, c'est-à-dire au service de renseignement, eh bien, la direction de la sécurité militaire, s'étant rendu compte qu'ils avaient un arrière-cousin de l'autre côté du rideau de fer, au lieu d'être affectés au SDEC, eh ben, ils ont été affectés au musée de la Marine. C'était quand même sensiblement, non, authentique. Bon, ils ont très bien compris. Bon, alors, mais vous comprenez? Non, mais le préfet, qui s'étonne de la situation, eh bien, il est viré, il est débarqué par le ministre. Mais justice immanente. Le ministre, ne se rendant pas compte au cours de journée du RPR que le micro baladeur est par là, du mouchard médiatique, et auquel on présente un jeune originaire du Maghreb, etc., qui est d'ailleurs peut-être un très sincère patriote français, etc. Bon, le ministre, de façon assez peu élégante, il faut bien le dire, assez peu élégante, dit, bon, bah, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'on a des problèmes. Bon, eh bien, boum, le ministre, traduit en correctionnel, condamné les ligues de vertu, etc. C'est extraordinaire. Or, ce sont des condamnations qui peuvent vous faire perdre. Ce sont les peines accessoires, les droits civils, civiques et de famille. N'est-ce pas? Ce sont des condamnations qui, par conséquent, peuvent conduire à la déchéance de vos mandats. Ce sont des condamnations où chaque association, chaque ligue de vertu vient réclamer sa livre de chair, comme dans Shylock, et par conséquent, qui peuvent vous ruiner. Donc c'est très important. C'est très important de pouvoir de rétablir la liberté d'expression. Deuxièmement, il faut réformer l'Europe. Alors vous direz, c'est pas nous qui allons faire ça du jour au lendemain. Non, mais je vous indique les pistes vers lesquelles il faut tendre. Je vous dis tout de suite que quand on vous dit, mais si vous refusez la Constitution européenne, si vous refusez ces évolutions, vous voulez le retour des guerres fratricides que se sont livrés les peuples d'Europe, c'est tout à fait absurde. C'est tout à fait absurde, car ce n'est évidemment pas de cela qu'il s'agit. Je pense au contraire que ce sont les forces de contrainte auxquelles cet ensemble contre nature va procéder qui vont raviver des conflits européens, et d'ailleurs ça commence un petit peu, qui jusqu'à présent n'existaient pas. Ce n'est d'ailleurs pas l'indépendance nationale qui a provoqué ces guerres civiles européennes que furent les conflits mondiaux, ce sont au contraire les menaces contre cette indépendance nationale que nos voisins n'exercent plus. Alors il doit être clair que nous sommes des gens parfaitement raisonnables, que nos positions ne conduisent à la perte d'aucun bénéfice.